Bah, moi, j'ai couché avec un garçon. Si, c'est vrai. Alors? Bah, rien. Je suis allée chez lui, enfin, chez ses parents. On est monté dans sa chambre et il m'a embrassé sur la bouche. La bouche ouverte? Bah ouais. C'est dégueulasse. Mais c'est comme ça, hein. Il m'a demandé de me déshabiller. Et tu t'es déshabillée devant lui? Ouais. Et il m'a dit de me coucher sur le lit, toute nue. Ça, c'est pas vrai. Je te jure que c'est vrai. Et alors? Quoi, et alors? Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, rien. Il s'est allongé à côté de moi. Il a lu un Spirou. C'est tout? Bah ouais. C'était au cours d'un voyage au Maroc avec mon père et ma sœur en voiture. Moi, j'avais laissé mon ami en France et nous étions partis à Troyes dans le sud marocain. Et nous étions arrivés à Zagora. Et à Zagora, nous avions décidé que là, nous ferions une petite visite guidée dans les dunes, puisque Zagora, c'est les portes du désert. C'est le moment où vraiment on voit le Sahara qui commence, où on a des pancartes qui disent 40 jours Tombouctou, ce qui est quand même assez poétique. Et puis on arrive dans le petit hôtel et nous voulions avoir un guide pour visiter un peu les dunes en se disant qu'on ne devait pas s'y aventurer tout seul. Je ne sais plus par quel biais, nous avons un rendez-vous avec un guide de Zagora qui va nous faire la visite le lendemain. Donc nous sommes dans la salle, le café de l'hôtel avec mon père et ma sœur, et nous voyons entrer un magnifique Touareg tout de bleu vêtu, cette gandoura bleu indigo avec le chèche bleu indigo également. Un superbe homme d'environ 25 ans, 25-28 ans, exactement une sorte de caricature de pub, parce qu'il y avait à ce moment-là, à l'époque, une pub qui utilisait comme ça l'image des Touaregs pour Miko ou je sais pas quoi, quel Esquimau. Et donc il était exactement l'équivalent de cette pub. C'était un très très beau jeune homme. Il s'est approché de notre table avec une grande déférence et courtoisie, parlant pas vraiment français, mais quelques mots suffisamment pour qu'on se comprenne, un peu d'anglais également. Et il s'adresse à mon père pour voir ce qu'il souhaitait pour la visite du lendemain. Et puis, à un moment donné, il s'est tourné vers moi, ou plus exactement, ses yeux se sont posés sur moi. C'est à ce moment-là qu'il y a eu le flash fatidique. On n'a plus de sang dans les veines, on a les jambes qui sont complètement molles. Enfin bref, cette impression de saisie qui fait que nos regards sont restés accrochés et que immédiatement il y a eu une évidence d'un trouble très très profond, lui sans doute d'un chasseur qui a sa proie, et moi peut-être plus comme le lapin devant le boa, je ne sais pas. Tout d'un coup, ça m'a, c'est comme s'il m'avait touché du doigt, ce que j'appelle un coup de foudre sexuel, quoi. Personne. Il nous propose, on est en fin de journée, si on veut, d'aller voir un autre endroit de Zagora. Enfin, mon père est un peu fatigué, ma sœur décline également, et moi, je dis oui. Ce faisant, je crois que je sais très bien ce que je fais, et donc je le suis, nous quittons l'hôtel, et je monte dans la 404 qu'il conduit. Dans la voiture, il y avait un silence épais, très épais, une vibration évidente, et moi qui ne disais rien, je le regarde un petit peu, il est toujours aussi beau, mais je suis dans une forme de passivité particulière. Je sais où je vais et en même temps, je n'ai rien décidé vraiment, mais j'y vais. Il arrête la voiture, c'est complètement isolé, et il arrête le moteur et il se tourne vers moi. Et il me prend le visage entre ses deux mains et il m'embrasse. Après un très léger temps de dire « j'ai un copain » et qu'il m'embrasse de nouveau et que du coup je me taise, tout à fait consciente que ça n'avait rien à voir. Et ce baiser, avec un désir si violent, avec quelque chose de si inattendu, n'est qu'un signe, le signe que j'accepte, le signe que je
que j'ai plus de défense, c'est tout. Et puis donc il m'invite à ce qu'on se mette plus à l'aise sur la banquette arrière. Il enlève mon pantalon, mon slip, je suis plutôt habillée en randonneuse, rien de très glamour, vraiment rien. Et lui n'enlève pas son gandoura, parce que c'est bien plus pratique avec une gandoura. Bon, on pose une main sur mon ventre, mais très très vite, en fait, et même, je ne dis pas brutalement, mais enfin, sans préliminaire excessif, c'est le moins qu'on puisse dire, tout en embrassant, parce que ça, ils savent qu'il faut embrasser en même temps, enfin, ou, je ne sais pas si on leur dit, me pénètre et me fait l'amour de façon extrêmement fruste, extrêmement peu satisfaisante, complètement égoïste, enfin, j'allais dire comme on le fait plus. Ça a été quelques minutes de plaisir pour lui, enfin, et même pour lui d'ailleurs, je pense que faire l'amour comme ça est bien triste. Cet homme-là n'avait pas de savoir-faire, en fait. Il avait une force vitale évidente, mais les préliminaires, tout ça, c'était pas totalement, vraiment son truc. Et faire l'amour a été extrêmement bref, dans un premier temps émotionnant, mais très rapidement plutôt décevant. Et pas du tout à la hauteur de l'émotion qui m'y avait porté. Enfin, il a joui très rapidement, moi je n'ai pas joui, et c'était juste, tiens, j'ai fait ça. C'est pas seulement d'être désappointée, c'était juste, c'est pas là que je vivrais quelque chose d'extraordinaire. On m'avait promis, enfin, cette émotion me promettait quelque chose d'extraordinaire, et en fait, c'était juste un peu sordide. On ne s'est pas plus parlé avant qu'après. Il se relève, sort de la 404, et j'ai cette image qui pour moi était comme une ironie de voir cet homme dans sa gandoura bleue indigo vers les dunes, pisser après l'acte sexuel comme il se doit. Et moi, un peu étourdie et... Je ne sais pas pourquoi cette image-là, elle m'est restée peut-être comme une sorte d'emblème, je ne sais pas, de la réalité de cette situation qui était vraiment plutôt minable. Avoir voulu être libre, avoir voulu ne rien refuser, que si quelque chose semblait mériter d'être vécu, d'y aller, même si j'avais peur d'y aller, même si ma morale n'était pas tout à fait d'accord avec. Eh bien, je me suis dit que j'étais punie de cette façon et je me suis rajustée avec une espèce j'allais dire, de désespoir tranquille. Bonjour, je m'appelle Inès, j'ai 28 ans. Je travaille depuis quelques années. Donc, à l'âge de 12 ans, je suis tombée par hasard sur des magazines pornographiques dans la chambre de mes parents, avec quelques jouets un peu sexuels. Et donc, c'était un âge où on est complètement innocent. Et moi, ça m'a à la fois émoustillée, un peu choquée, un peu perturbée. Et donc, mon imaginaire a complètement s'est emballé. Et j'ai commencé à cet âge-là, où j'étais encore une enfant, avec un corps de femme, à connaître mon corps, à le découvrir. Et en fait, maintenant, 16 ans après, je me rends compte que cette découverte était pas du tout appropriée à cet âge-là, et que ça a un peu pollué tout le reste de ma vie jusqu'à maintenant, en fait. Parce que, donc après, j'ai continué à grandir normalement, mais quand j'ai commencé à rencontrer des garçons, à m'intéresser à l'autre sexe, je pense qu'inconsciemment, cet imaginaire était toujours présent. Et ce qui fait que je me suis jamais posé la question des relations sexuelles. Pour moi, c'était quelque chose d'évident. Dans le monde, on nous dit c'est bien de faire l'amour avec son copain, d'avoir des relations avec son copain. Et du coup, je me suis pas posé la question de pourquoi je le faisais et quelle importance ça pouvait avoir dans la vie d'une personne, en fait. Et du coup, ma première relation avec mon copain, j'avais 18 ans. Et au bout de quelques mois, il me dit Inès, je n'ai plus de sentiments pour toi, on va arrêter. Et en fait, c'est là où j'ai compris, enfin, j'ai vécu cette souffrance,
Cette douleur d'être abandonnée un peu comme une chaussette. Et c'est là où j'ai un peu commencé à vivre une période d'autodestruction qui a duré bien 2-3 ans, où en arrivant en école de commerce, j'étais loin de ma famille, j'étais loin de mes repères. Et du coup, j'ai commencé à essayer de remplir un vide que j'avais en moi, en utilisant les autres et en me laissant utiliser en fait. Donc du coup, je sortais, je buvais, j'embrassais les garçons, j'avais des relations avec les garçons, et c'était un cercle vicieux parce que plus je faisais ça, plus je me sentais mal, et plus je me sentais mal, plus j'avais besoin de ça pour vivre. J'avais besoin de quelqu'un dans ma vie, j'étais vide, j'avais besoin qu'on me remplisse affectivement, et du coup, j'arrivais pas à être seule, j'avais besoin de quelqu'un. Jusqu'au jour où j'étais en Espagne et j'ai eu un déclic, j'ai eu un sursaut. Je suis partie en courant, en pleurant toutes les larmes de mon corps et en me disant « Mais Inès, dans quoi est-ce que tu t'embarques ? C'est vraiment, t'es au fond du trou, il faut que t'arrêtes. » Et je savais qu'en sortant, j'allais continuer, donc j'ai arrêté de sortir totalement pendant 6 mois. Donc j'étais vraiment métro, boulot, dodo. Mais j'avais beau avoir décidé de prendre du temps pour être seule et ne pas avoir de copains ni rien, j'arrivais pas à me débarrasser de ces images de pornographie que j'avais dans la tête, et qui du coup je continuais à les regarder par moi-même. C'était une fascination morbide en fait, et malgré le fait que je sentais que ça me faisait pas de bien, c'était un peu une addiction, jusqu'au jour où donc ma dernière relation d'il y a 4 ans, qui s'est très mal terminée parce que mon ex m'a trompée avec quelqu'un d'autre, me l'a même pas dit, je l'ai appris par elle, elle m'a appelé, m'a envoyé des photos, etc. J'avais essayé de me reconstruire sur une base très instable, et avec cette rupture, ça a été l'effondrement complet de la base, et j'étais vraiment au fond du trou. Petit à petit, je me suis dit, alors moi je voudrais attendre le mariage pour pouvoir faire l'amour une nouvelle fois avec quelqu'un d'autre, et que ce soit la dernière personne avec qui je ferais l'amour, ce serait mon mari. Je ne pouvais plus donner mon corps à quelqu'un si c'était pas dans le cadre d'un engagement concret et définitif. Parce que je l'ai trop donné, et c'est tellement blessant même sans avoir vécu le parcours que j'ai vécu, ne serait-ce qu'avoir une rupture amoureuse, c'est toujours très blessant parce qu'on a donné son corps à quelqu'un d'autre, et finalement, cette personne nous dit, je n'en veux plus, je te laisse. Ou alors l'inverse, je veux plus de toi, je te laisse. Et du coup, le fait c'est aussi une préservation de soi-même, c'est se dire, je suis une merveille, mon corps est important, je suis pas que mon esprit, je suis aussi mon corps, et je veux que mon corps soit respecté pour ce qu'il est, et donc ne décider que de le donner à quelqu'un qui m'aura respecté en ayant pris l'engagement d'être avec moi jusqu'à sa mort. Au niveau relationnel, c'est vrai que du coup, par mon parcours, je sens que je suis fragile, donc c'est toujours un combat. Et depuis 4 ans, j'essaye sans cesse de changer mon cœur, en fait. C'est même pas une question de religion, c'est vraiment pour moi, c'est peut-être d'être dans le don et pas dans l'utilisation de l'autre, en fait. On pourrait dire que dans mon histoire, effectivement, il y a une part de sevrage, parce que oui, je sais que j'ai une faiblesse au niveau de la sexualité. Après, en ce qui me concerne, moi, je ne vois pas ça que comme un sevrage. Je vois vraiment ça comme une manière de changer mon regard sur les autres. Et effectivement, oui, bien sûr, la masturbation, ça fait partie de ce sevrage-là. Ça nous manque. 4 ans d'abstinence, c'est long. Mais je me rends compte qu'en fait, en arrêtant et en me disant que c'est un sacrifice que je fais pour un plus grand bien, que c'est beaucoup plus que ça en fait. C'est pas comme arrêter de fumer, parce que j'ai arrêté récemment. C'est vraiment aussi transformer mon cœur pour pouvoir le donner bien mieux aux autres, même pas forcément dans une relation amoureuse, dans tout, dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle avec mes parents. C'est vraiment un changement du cœur. Du coup, je suis en train de travailler sur moi-même. Je prends le temps de me connaître, de savoir ce que je veux dans ma vie, qu'est-ce que je veux construire comme mariage plus tard. Donc c'est un sacrifice que je fais, parce que je pourrais très bien choisir de renier mes valeurs, bien sûr. Mais bon, du coup, est-ce que j'arriverai encore à me regarder dans la glace, c'est une autre histoire.
pendant plusieurs années, de ne pas en avoir de relations sexuelles pendant plusieurs années, ça apprend justement la beauté de ce que c'est en fait. Je me suis dit que si tu vis pas ensemble et que t'as pas de relation sexuelle avant de se marier, ne serait-ce qu'à la mairie, c'est déjà beaucoup plus facile de se désengager d'une relation en fait. De prendre du recul, de se dire, bah voilà, cette personne ne m'apporte rien de bon, je ne lui apporte rien de bon, on se rendra jamais heureux l'un l'autre, à quoi bon continuer cette relation. J'ai déjà eu cette conversation-là avec quelqu'un qui me plaisait, où je lui disais que moi, j'étais du coup plutôt dans l'optique de connaître la personne, apprendre à passer du temps avec elle, etc. Et que je ne voulais pas avoir de relation avant le mariage. Et lui m'a dit, alors moi, non, par contre, c'est complètement le contraire. Moi, je veux connaître la personne dans tous ses niveaux avant de pouvoir m'engager plus. Et du coup, en fait, on était un peu dans un dialogue de sourds. Il comprenait pas ma position et moi, je lui disais, mais ta position... j'essaie de lui montrer par mon témoignage que sa position n'était pas forcément la plus appropriée, ne serait-ce que pour lui-même, en fait, pour se respecter lui-même. Mais quand les personnes ne sont pas capables d'entendre ce qu'on leur dit, ça sert à rien de discuter plus, en fait. Et du coup, on se connaissait pas très bien et après on a arrêté de se voir parce que je me suis rendu compte que finalement, c'était pas quelqu'un qui m'attirait. Dans tes classes de lycée, il y a tes rêves et tes secrets. Tous ces mots que tu ne dis jamais, des mots d'amour et de tendresse, des mots de femme que tu caches et qu'on condamne, que tu caches petite Anne. Dans tes classes de lycée, il y a du sang et il y a des pleurs, des premières blessures de ton cœur, les premières blessures, les premières déchirures qui font des bleus à ton âme, qui font des bleus petite Anne. Tu bluffes, que tu mentes autour des diabolomantes. Quand tu racontes les nuits du dernier été et les tout premiers amants que tu n'as eu qu'en rêvant. Dans tes classes de lycée, il y a tes rêves, secrets, tous ces mots que tu ne dis jamais, des mots d'amour et de tendresse, des mots de femme que tu caches et qu'on condamne, que tu caches petite Anne, que tu caches et qu'on condamne, que tu caches petite Anne.